Salut tout le monde. Le monde du renseignement a toujours fourmillé en fait d'agents, de voyeurs, de petits malins, de pique-assiettes, de balles-naveurs et de figures. Et aujourd'hui on va parler d'une figure, de quelqu'un de couillu, quelqu'un d'ingénieux qui n'était pas vraiment un agent, qui était un peu tout, qui était rien. Alors vous le voyez, à la droite avec ses lunettes, une bonne tête de Cyprien. Là on dirait, si quand même un peu, regarde. Regarde au niveau des yeux, on dirait Cyprien qui s'est fait pousser la barbe. Ou alors on dirait un prof, tu sais, parti communiste ou parti socialiste dans les années 80, avec le collier Maïf. Ah, et lui il a fait la totale. Maïf, Camif, MGEN, Sgen, le grand chelem. On pourrait aussi lui trouver des fausses airs. Non mais j'en profite, attends, il est pas là. Il est mort donc je peux. Non mais je respecte ce genre de type. Tu vas comprendre que ce type là, il est impressionnant. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il s'appelle Juan Puyol Garcia. Il est de Barcelone, c'est un Catalan. Est-ce que ça a son importance? Ouais. Donc je te disais que dans le monde de renseignement, il y avait un peu tout qui grenouillait autour, qui gravitait autour. Beaucoup de balles-naveurs, beaucoup de gens qui racontent leur mémoire, leurs trucs, enfin bon bref. En général, plus t'en dis, moins t'en as fait. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ouais, tu as aussi une catégorie de gens donc, qui a certains escrocs. Lui, c'en est pas un. Lui, il avait un idéal. Donc, qui décident de travailler pour eux, qui acceptent les risques, parce que là, les risques, c'est la mort. Hein. Là, si tu te loupes, c'est la mort. Qui essaye de se faire une place. Alors lui, il a fait quoi? Bah, c'est simple. Et il a permis de gagner la guerre. Et ouais, avec sa tête de Cyprien, il a permis de gagner la guerre, puisqu'il a sauvé, il a contribué grandement à sauver le débarquement de Normandie. Et il me semble que c'est le seul type qui a été décoré en temps de guerre par les deux parties. Parce qu'il a été décoré par l'ordre de l'Empire britannique, George VI, je crois, hein, c'était ça. Et par Hitler en personne, qui a voulu qu'on lui donne la croix de fer après le débarquement. T'imagines, il venait d'entuber Hitler, ouais, c'est ça, il venait d'entuber Hitler, tu vas comprendre, et Hitler il demande à ce qu'on lui donne la croix de fer. Ouais, c'est un maître quenelier. Encore une fois, quand on dit ouais, les agents, le renseignement, l'espionnage, ça n'a jamais servi finalement. T'as même des hommes politiques français de gauche qui voulaient supprimer les services secrets. Mais être aussi con. Non mais si, être con à ce point. Si, t'en as, bah, c'est les mêmes qui voulaient désarmer les policiers, ou c'est les mêmes qui voulaient qu'il n'y ait plus d'armée, ou c'est les mêmes qui voulaient faire rentrer des millions de gens. Tu te demandes, non mais si, en fait ouais, c'est hallucinant quoi. Bah, c'est des hommes politiques français, mais le mec il veut tuer le pays. Parce que là, oui, c'est ça. Bref. Ouais, bah écoute, je regarde mes notes, il a entubé le Troisième Reich, j'ai marqué, avec des moyens artisanaux, au péril de sa vie. Il a entubé Hitler, Canaris c'est le mec au-dessus, Canaris c'est le chef des services de renseignement de l'Abwehr. Ah, il était stylé hein, quand même un peu. Tu sais, on dirait un mec qui jouait avec, il s'appelle Humphrey Bogart, tout ça, tu sais, genre Casablanca. Si, ils ont des têtes à faire des films. Enfin, pas lui, non. Lui, il a une tête à aller au GCU, tu sais, les campings pour les profs. Bon, ça va, t'énerve pas, on l'a fait tranquille. Hein. Il a entubé le Troisième Reich avec sa bite et son couteau. Et là, c'était pas une petite tape sur les doigts qu'il allait recevoir s'il se faisait attraper, il se faisait flinguer. En plus, tu vas dire, ouais, mais non, mais l'Allemagne, ouais, bah, il était en Espagne, hein, tu sais, il y avait plein d'Allemands en Espagne déjà à l'époque. Hein. Il venait pas camper à l'époque, hein, il venait faire de l'espionnage, il venait discuter. Et moi j'aime bien ce genre de type, et j'aime bien présenter ce genre de personnes, parce que c'est des figures, c'est pas des gens qui ont suivi le moule, ils ont pas voulu faire les rebelles pour être rebelles, ils sont naturellement rebelles, ils sont naturellement hors normes, c'est des types qui font des choses hors normes, même s'il veut passer dans l'anonymat, s'il veut être anonyme parmi les anonymes, c'est le genre de type, voilà, et ils prennent des risques. C'est pas des rebelles d'occasion, c'est pas je fais le gauchiste et après je reprends la boîte à papa ou papa me place dans l'administration. Non, c'est pas comme ça.
Déjà l'époque était trouble, c'était une époque, écoute, les années 30, les années 40, les années d'avant-guerre, les années de guerre et même d'après-guerre, c'était des années propices aux aventuriers, aux gens intrépides, qui voulaient se faire un nom, et beaucoup se sont fait un nom. Mais il fallait prendre des risques, puis il fallait se bouger, hein. C'est pas j'ai un appart, j'ai une voiture, j'ai un CDI, tu sais, comme maintenant, quoi. Ah ouais, maintenant c'est... La jeunesse rêve de ça. À l'époque, la jeunesse rêvait de voyage, d'espionnage, de guerre, Tu sais, je te fais un petit aparté, une petite digression. Je crois que dans les années 10, les années 20, même les années 20, et peut-être même les années 30, ce que kiffait les meufs, c'était le légionnaire. Le légionnaire. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Les jeunes voulaient être légionnaires. Voulaient s'engager, le sable chaud, tout ça. On tire sur des mecs, un chameau, tout ça et tout, c'est classe. Voilà. Maintenant, ils veulent un CDI, un appart et un hippopotame à côté d'eux. Bref, reprenons, je m'égare. On va attaquer. Direct 8. Il avait plusieurs noms. Et les Anglais l'ont appelé Garbo, hein, parce que c'est un putain d'acteur, le mec. Non, mais c'est... Alors. Ce type est né en 1912. Je regarde, j'ai plein de notes sur lui. Ce type est né en 1912 dans une famille espagnole classique. Il a... Que je te dise pas de bêtises. Il est catalan. Il a vu la guerre civile en Espagne. Il s'est débrouillé pour pas tirer un coup de fusil. Mais il en a éprouvé de la rancœur à l'égard de Franco et à l'égard de tout ce qui pouvait être dictatorial. Bon, à l'époque, ça manquait pas, hein. T'avais la Russie, t'avais l'Allemagne, t'avais... Voilà. Partant de là, lorsqu'il a vu que la Seconde Guerre mondiale démarrait, alors la Seconde Guerre mondiale, Franco, il a eu un coup de génie. Les amis, Franco, il était peut-être dépeint comme un dictateur. Moi, je m'en fous, je juge pas. Je suis pas espagnol, j'ai pas vécu en Espagne à l'époque, je rentre pas dans leurs histoires. Là-dessus, mais tout ce que je peux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu Franco, peut-être que l'Espagne aurait subi la Seconde Guerre mondiale et aurait pris encore plus de retard. Et peut-être Franco, quelque part, en figeant le pays, en déclarant la neutralité, ce qui a fait que l'Espagne accueillait de part et d'autre tous les espions. Il y avait des Anglais, des Américains, dans la même ville à Madrid. Vous avez Madrid plus bas. Dans la même ville, vous aviez tout le monde, toutes les parties qui étaient là, qui cohabitaient. Leurs avions se posaient, voilà exactement. Quand on voulait discuter, on discutait là, on discutait aussi à Lisbonne. C'était des villes comme Tanger le sera plus tard, comme Istanbul, comme Berlin, comme Vienne, comme Hong Kong. C'était des villes propices à une sorte de terrain neutre. Le Juan a quitté plusieurs emplois, semble instable. Ça, c'est le signe de tous les aventuriers. Rappelez-vous Bob Denard et autres. Hein. Les gars, ils gardent pas un emploi. Hein. Ça les intéresse pas de vivre dans un village 100 ans. Alors, le même boulot, la même meuf, même... Non, ils sont obligés, ils ont la bougeotte. Ça, tu les reconnais à ça, déjà, les gars. C'est d'éternel insatisfait. Lui, c'est simple. Il veut être espion et il veut combattre les Allemands. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les Anglais. Non, on va revenir à avant. Parce que c'est intéressant. Il abandonne ses études secondaires, je vous ai dit, il a la bougeotte. Il abandonne ses études secondaires pour un élevage de poulets. C'est l'aventurier. Ça l'intéresse pas, il calcule pas. Il se dit pas, je vais avoir mon bac et après je ferai des poulets. Non. Il bouge, il tente, il prend des risques. Ça, c'est intéressant à relever. Et puis l'élevage de poulets, ça le fait chier. Ça marche pas. Il va s'occuper d'un hôtel miteux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Donc il s'est débrouillé pendant la guerre d'Espagne pour pas tirer un coup de fusil, il voulait pas s'en mêler, il était horrifié par cette guerre, hein, et ça a été dur quand même, hein, comme guerre, et il a fait le vœu de combattre toute dictature. Il le dira plus tard et il l'écrira même, hein, qui veut se consacrer au bien de l'humanité. C'est un idéaliste lui, c'est un aventurier idéaliste. C'est pas un aventurier qui va faire des sous, c'est pas un aventurier, enfin il y a plusieurs sortes d'aventuriers, puis chacun son truc, hein, pareil, je critique pas là, je détaille seulement. Mais lui, c'est un idéaliste. Ceux qui font l'histoire. Et il l'a fait. Hein. Il fera l'histoire du renseignement. Hein. Il l'a fait, tu vas voir. Il se rend à l'ambassade britannique proposer ses services. Il le renvoie sèchement, quoi. Genre, dégage, qui tu veux, Manolo. Voilà. Tiens, 2 pesetas, allez, vas-y, va t'acheter une glace. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais me proposer mes services aux Allemands. Et comme ça, j'aurai des biscuits.
pour après proposer mes services aux Anglais, puisque je leur dirais je bosse avec les Allemands, ça vous intéresse pas? Ah, pragmatique. Mais en même temps, il escroque pas de compagnie là. C'est-à-dire que c'est simple, si il se fait avoir, comment dire, si la supercherie est découverte, s'il se loupe à un moment donné, ils ont des agents partout qui le flinguent. À l'époque, on flinguait comme maintenant, je sais pas, tu fumes une clope. C'est ça, un agent, dans le monde du renseignement, on châtie. C'est le terme, on châtie. Et les Allemands lui donnent rendez-vous. Le premier rendez-vous dans un café, avec un dénommé Federico. Ce Federico est un agent allemand. Il vient à un premier rendez-vous face à un type qui propose ses services. Avec la possibilité que ce soit un agent anglais, avec la possibilité que ce soit un escroc, avec la possibilité qu'il pense avoir des informations mais c'est de la merde, et que le temps est compté. Donc à ton avis, Federico, c'est un balèze qu'ils envoient, c'est un psychologue, c'est un détecteur comme j'ai envie de l'appeler. Donc déjà pour le feinter, pour l'impressionner, il faut être balèze. Et ça tombe bien, le Juan Puyol, il est balèze, c'est un putain de comédien. Mais là, c'est même plus la comédie française, c'est que... Comment dire ça? L'autre en face, il va le flairer. Il va le sentir. Il va sentir ses ondes. Il va sentir ses ondes, comme on dit... dans le New Age, là, tu sais, les ondes transversales, je sais pas quoi. Il va tout sentir, là. Le moindre pipeau, la moindre erreur, le moins dixième de seconde, il va avoir un doute. Donc tu as intérêt à jouer bien. Et si ensuite il a un doute, il va s'intéresser à toi, il y a possibilité de flingage. Ou de rouste dans une petite ruelle à Madrid. Si tu as voulu juste les arnaquer. Ça dépend. Donc grosse prise de risque. Bah, l'autre il te fait un putain de show. Il le feinte. Donc il y a plusieurs rendez-vous. Il a 29 ans. D'autres rendez-vous. C'est-à-dire que le Federico a mordu à l'hameçon. Et il mord tellement bien à l'hameçon qu'il revient avec une enveloppe de 3000 $. 3000 $ à l'époque c'était une somme. En pesetas. Plus un livre, Das Kapital, où dedans tu as une bouteille d'encre sympathique. L'encre sympathique a été développée par les Allemands qui avaient la formule secrète. Juan Puyol donnera cette formule aux Anglais, enfin leur permettra d'obtenir la formule de l'encre sympathique. Vous voyez, c'est un des petits plus, c'est le petit plus, tu vois, ça aussi. Ça leur a permis aussi de connaître certaines techniques de déchiffrement de messages. Alors l'encre sympathique, c'est très simple, c'est une encre faite selon une formule chimique bien précise. Une encre translucide qui te permet d'écrire entre les lignes d'un message qui est écrit normalement, et ensuite avec de la teinture d'iode ou avec un autre révélateur, tu fais apparaître le message. Entre les deux, si quelqu'un veut lire, et il verra rien, ça ne laisse pas de traces, et voilà. C'est une encre qui ne laisse ni trace, ni odeur, ni rien, mais qui se révèle. Donc c'était très utilisé à l'époque, maintenant on est dans le technologique, comme pourront l'être aussi ce qu'on appelle les micro-points. Tu envoies un message, et sur les points, microscopiquement parlant, tu as un message. Micro-point, très simple. Ça sera utilisé par la suite. Allez, c'est des techniques un petit peu. Hein. Prends des notes, c'est du live, je te donne des petites techniques de l'époque. Donc là, quand un service de renseignement commence à donner du fric, c'est bon. Hein. C'est qu'ils t'ont à la bonne. Donc déjà, premier exploit. Non mais le mec, c'est une pointure, sérieux. Alors, bon, il écrira ses lettres en catalan, tout ça, ça on s'en fout. Le révélateur, c'est de la vapeur d'iode. Donc il proposera la formule de l'encre aux Britanniques qui refusent encore de le recevoir. Il se dit merde, putain, je leur propose un super truc. Bon, je comprends les Britanniques, ils sont pas cons. C'est juste qu'à l'époque, ils devaient recevoir 100, peut-être pas 100, mais 10, 15, 20 personnes par jour qui leur proposaient des services. Et parmi eux, il y avait sûrement des agents allemands, quoi, des gens envoyés par les Allemands. Donc ils voient débarquer ce Rolotto là avec son colis maïf et tout, tu sais, voilà quoi, ils ont envie d'appeler Mitterrand. Enfin, Mitterrand n'existait pas à l'époque, mais tu comprends, c'est une vanne, mais bon, bref. Allez, passons, elle est pourrie celle-là. Donc il va continuer avec les Allemands. Il se dit, bon, je vais continuer à brasser avec les Allemands. Il part à Lisbonne. Non, parce qu'en plus, le gars, il a des talents d'improvisation. Il leur raconte qu'il a un passeport diplomatique et qu'il peut aller en Angleterre. Parce qu'à l'époque, en temps de guerre, tu te baladais pas comme ça. Hein, tu rentrais pas en Angleterre comme ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas de passeport diplomatique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il part à Lisbonne. Lisbonne, à l'époque, c'est une ville de réfugiés, d'espions, de diplomates et de combinards. Ça tombe bien. Toutes les parties traînent là-bas.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va à la bibliothèque, il prend un guide des chemins de fer anglais et un guide sur l'Angleterre, et il bosse avec ça, avec sa bite et son couteau, je t'ai dit. Non, en fait, c'est le guide des horaires de chemin de fer anglais et un guide sur l'Angleterre. Et là, il commence. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des agents imaginaires. Il crée un réseau d'agents qui lui renverrait des informations. Mais quand je dis créer un réseau d'agents, et lui, c'est le seul, alors c'est le cloisonnement, c'est le seul qui rend compte. Il leur dit qu'il a l'un de ses agents est pilote, et il crée des agents, c'est-à-dire avec une vraie vie, il a vu sa tante hier, une vraie histoire, tu sais, c'est comme s'il avait plusieurs séries en cours, quoi, le mec. Et les autres mordent à l'hameçon. Ils ont des noms, ils ont des boulots, ils ont des familles, ils ont une histoire. Le truc de fou. Parce il va faire vivre ça pendant 3 ans. Et ça, encore une fois, c'est un exploit. Je t'explique qu'un agent est traité, ramène des informations, l'agent traité lui-même est supervisé, puis il y a ce qu'on appelle des évaluateurs pour évaluer l'information. Et puis on l'évalue, on soupèse ce qu'il dit, comment, etc., etc. Je veux dire, on est dans le psychologique, hein. Il y a très peu d'action, en fait, dans ce monde-là. En tout cas, sur ce plan-là. Bah, lui, il réussira à mener sa barque, il réussira il fait un roman, hein, avec des personnages, etc. Donc là, il leur dit qu'un de ses agents était pilote, entre l'Angleterre et le Portugal, et qu'il peut ramener les rapports des autres agents, il les récupère, t'inventes une histoire de récupération, il peut les poser dans un coffre, un certain coffre, ce qu'on appelle une boîte aux lettres morte, hein, puisque le principe de la boîte aux lettres morte, c'est que tu poses des documents quelque part et quelqu'un les récupère et que tu ne le vois pas. C'est le cloisonnement maximum. Ça se fera pas mal. Ça se fait encore, je pense, un petit peu. La technologie est tout faussée. Il y a 2 types de boîtes aux lettres, et l'autre boîte aux lettres, c'est quand tu le vois, le gars. Tu lui donnes à lui, bref. Là, donc, il leur fait croire qu'il y a une boîte aux lettres, il y a un coffre. Les Allemands ont la clé. Le coffre est à Lisbonne. Le pilote fait des va-et-vient, fait des navettes et ramène des rapports. Le problème, c'est qu'il n'y a ni pilote, ni navette, ni va-et-vient. Il y a juste lui qui, à Lisbonne, dans une chambre d'hôtel, t'écrit des rapports avec un guide de la Grande-Bretagne. Il n'y est jamais allé. C'est balèze, le mec, il arrive à les feinter, il arrive à leur faire croire qu'il est en Angleterre à l'heure actuelle et qu'il ramène des rapports. Impressionnant. Donc, rapport imaginaire. Un artisan, il te fait ça à l'artisanal et il pose les rapports dans le coffre. Les Allemands l'adorent. Ils lui donnent pour nom de code Arabelle. Il a feinté les Allemands quand même. Et le service militaire allemand. Hein. Et l'Abwehr, c'est pas de la merde, quoi. C'était pas de la merde du tout. Et il leur balance des infos. Il commence à les tester. Pour l'instant, il bosse seul. Hein. C'est lui contre les Allemands. Il les feinte. Donc de temps en temps, il leur balance des grosses infos. C'est la technique du bonbon. Hein. Tu enrobes de vraies infos, mais tu balances... voilà. Il leur fait croire qu'il y a un convoi anglais qui va approvisionner Malte. Alors Malte, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une petite île au centre de la Méditerranée occidentale qui est sur le chemin de tous les convois entre l'Europe et l'Afrique du Nord, où étaient les Anglais et les Allemands. Malte gênait les Allemands qui ont essayé de la prendre, qui ont essayé de la bombarder, qui ont essayé... Voilà. Puisque tout leur convoi était attaqué de Malte. Et les Anglais ont tenu. Donc Malte était cerné et les Anglais, soi-disant, allaient envoyer un convoi. Donc il a obtenu ce qu'il voulait, détourner, distraire des forces allemandes, tout un tas de sous-marins qui ont été distraits de leur mission, tout un tas de bateaux, tout un tas d'avions, ils ont concentré des forces pour couler ce convoi, des sous-marins, des avions torpilleurs, pas de convoi. Perte d'argent, perte de temps, et puis ça a permis de gagner sur d'autres fronts. Hein. Quelques avions pris par-ci par-là, ça évite des morts ailleurs. Mais malgré ça, la confiance, elle est intacte. La confiance demeure parce qu'il arrive qu'il y ait des infos qui, hein, tu vois, on a une info et puis finalement elle a changé ou on s'est fait avoir soi-même, ou etc. Dans le renseignement, t'as pas une info nette comme ça d'un coup. Hein. Elle se travaille, elle est brute, elle est changeante, elle est variable. Pendant ce temps, les Anglais surveillaient. Depuis le départ, ils surveillent ses transmissions. Ils savent pas où il est. Mais ils ont des transmissions, en fait, ils surveillent ceux qui les reçoivent.
Il y a aussi une guerre de radio, une guerre de transmission, etc. etc. Et à l'époque, ils n'avaient pas le chiffrement qu'on a actuellement, ils n'avaient pas... Bref. D'ailleurs, ça parlait beaucoup librement, hein, ou par code, voilà, à la radio. La radio HF, quoi. Ils sont impressionnés par son pouvoir de persuasion et le lien qu'il a avec les officiers allemands qui le suivent. C'est un barbeau. Ils disent, ça c'est un gros agent là. Il est où? Il est en Angleterre, il leur balance des trucs. Bon, il leur raconte des conneries, mais c'est qui? C'est quoi? Comment il faut le trouver? Ils se mettent à ratisser l'Angleterre. Pour finir par comprendre qu'il n'y était pas en Angleterre. Maintenant il est à Lisbonne dans sa piole, le mec. Et ils arrivent quand même à le retrouver dans Lisbonne, hein, parce que après je sais pas comment, je pense qu'ils ont fait de la gogno, je sais pas comment ils se sont pris, tu le sauras jamais. Ils ont aussi des agents en Allemagne. Non, John Le Carré était en Allemagne, mais après lui. Enfin, t'avais des agents anglais en Allemagne, pareil, qui bossaient. Je sais pas comment ils l'ont retrouvé, mais ils ont su que c'était à Lisbonne. Ils l'ont retrouvé à Lisbonne. Peut-être que quelque part, ils ont épluché la liste aussi des gens qui se sont présentés à eux, parce qu'en général, quand tu te présentes à eux pour proposer tes services, c'est reçu par un type, un personnel, à l'époque, dans une pièce, il te reçoit, t'es pris en photo sans que tu le saches, ils prennent des trucs sur toi et tu laisses une trace. Donc peut-être qu'ils l'ont retrouvé par ça, peut-être par autre chose, on le saura jamais, mais c'est pas très important. Pour la vidéo, ils le trouvent, ils le ramènent, et ils disent, viens, on t'embauche. Toi, on te veut. Le type, il avait rien pour lui à la base. Il se retrouve à intoxiquer l'un des services de renseignement du Troisième Reich. Il se fait refouler par les Anglais. Après, à la fin, c'est eux qui le cherchent, hein, parce que ça a dû demander du temps et des moyens, pour finalement lui dire viens à nous. Bon, le gars, voilà, il a forcé son destin. Il savait ce qu'il voulait, et il y est allé. Et après, voilà, ça a pris du temps. Hein. C'est comme une idée, ça se travaille. T'as envie de faire quelque chose, t'as envie de devenir quelque chose, ça se fera pas comme ça d'un coup. Mais ça aussi, c'est... Et puis, avec le courage, hein. Si les Anglais l'ont trouvé à Lisbonne dans sa piole, les Allemands auraient pu le trouver pareil. Hein. De toute façon, il était en contact avec eux. Il a réussi quand même à leur raconter des gros balnaves. C'est pas que des talents de comédien, c'est pas qu'un pipoteur, c'est un type très très intelligent. Parce que les histoires qu'il leur racontait, il devait lui les garder en tête, et puis il devait faire en sorte que ça s'accorde. Le type, s'il est serveur, il n'est pas marié, faut pas que le lendemain il soit plus serveur, ou tu comprends ce que je veux dire. Le moindre petit truc qui va pas va semer le doute, et ils vont revoir tous les rapports, parce que les rapports sont épluchés. Il a réussi à feinter. C'est rien pour l'instant. C'est énorme, hein. Si, c'est énorme. Mais c'est rien pour l'instant. Personnellement, j'aurais pas fait la vidéo si ça s'était arrêté là. Donc en 42, un an après qu'il ait proposé une première fois ses services aux Anglais, il est amené au nord de Londres, dans une cache. On lui trouve un emploi de traducteur BBC en guise de couverture. Et oui, il faut une couverture, même en Angleterre, parce qu'il y a des espions allemands. En tout cas, c'est supposé être plein d'espions allemands. Donc, il faut le cacher d'une certaine manière. Il faut lui donner une couverture. Et on lui donne un nouveau nom de code. Il avait pour nom de code Arabelle pour les Allemands. Pour les Anglais, ça sera Garbo. Comme Greta Garbo, l'actrice. Parce que c'est un excellent acteur. Il les a esbrouffés. Et eux, c'est des professionnels. En plus, c'est des Anglais. C'est les rois du pipeau, de la dissimulation et de l'intox. Alors, s'ils sont esbrouffés par lui, hein, par l'instit catalan, c'est que... La technique anglaise, c'est de lui mettre quelqu'un avec lui, qui sera à la fois son pote, son chaperon, son mentor, son surveillant. Si jamais Ivry il peut être là, etc. Donc ils vont lui mettre... Bon, il travaille pour le MI5, hein, l'espionnage anglais, le renseignement anglais. Ils lui mettent Thomas Harris, 35 ans, qui est artiste et marchand d'art. Tu vois, ça c'est le genre de boulot... Le gars, ça lui permet de se balader, de voyager, tu vois. C'est des genres de couverture de... C'est des types qui travaillent pour des services de renseignement, mais t'en as plein comme ça dans ce genre de domaine et dans d'autres domaines. Il est marchand d'art, l'autre il est... Pourquoi? Parce que leur travail... Ben regarde, Philippe de Dieuleveux, qui faisait, pour ceux qui connaissent pas, Philippe de Dieuleveux intervenait dans une émission où il jouait le baroudeur, là, avec un hélico, il y avait c'était un jeu télévisé. Le type, tout le monde le connaissait grâce à ce jeu télévisé. Un jour, il disparaît au Zaïre, on s'aperçoit qu'il travaillait pour le service action de la DGSE. Et que son emploi à la télé lui permettait de se balader un peu partout et donc de pas trop attirer l'attention.
Là, voilà, Thomas Harris, artiste et marchand d'art, dont la maison à Londres sert de lieu de rencontre pour les services. C'est très apprécié aussi, des maisons comme ça, surtout qu'à l'époque, les services anglais n'avaient pas beaucoup de moyens. Et écoute, les mecs, ils gardaient le sachet de thé, ils faisaient plusieurs thés avec. Non, véridique. Ils n'avaient pas les moyens. C'est la guerre, ils se faisaient bombarder. Leurs convois n'arrivaient pas, les convois qui partaient des USA. Harris, c'est un agent imaginatif, intuitif, intrépide, blablabla. Enfin bon, c'est un partenaire idéal pour lui. Et là, tu vois, je te parlais de Farwell et je te disais qu'il y avait des choses, des bizarreries, et notamment, et j'avais oublié de te dire pour Farwell qu'une fois qu'Amiel l'a tamponné à Moscou, ensuite on a changé d'officier traitant et on a mis un couple. Marguerite et je sais plus quoi. C'est n'importe quoi. Lorsque tu as des agents particuliers, importants, dans des situations très sensibles, tu fais attention à l'officier traitant. Et une fois que le contact est établi et la confiance installée, tu changes pas l'officier traitant. C'est comme pour un gosse, tu bouleverses pas ses habitudes. Psychologiquement, c'est pas bien pour un petit. Faut l'habituer à des choix, à un train de vie. Là, on te calibre un officier traitant. Je pense qu'ils ont dû calculer son caractère, comment il était, etc., etc., pour lui mettre le bon officier traitant, le bon camarade, qui va le dynamiser. L'officier traitant, c'est un énergiseur. C'est un médecin, tu comprends, c'est hyper important. On n'en voit pas n'importe qui comme ça. Il y a eu des affaires qui ont foiré, il y a eu des agents doubles, il y a eu des agents qui ont vrillé, il y a eu des recrues qui ont vrillé, il y a eu des gens qui ont plus voulu bosser parce que leur officier traitant c'était un connard, ou ça passait pas, ou ça accrochait pas. C'est comme pour les psys, voilà. Quand on me dit soit t'accroches pas. Personnellement, j'accroche pas. Un traitant, donc ok, voilà. Donc il travaille en tandem, il s'installe dans un bureau à Jermyn Street. Et lui il reprend ses activités. Donc des lettres, des rapports. Cette fois qu'ils partent d'Angleterre, qui vont à Lisbonne, avec des informations vraies. De temps en temps, il balance des vrais trucs, il faut entretenir quand même la confiance. Et puis il donne un maximum de détails sur son réseau bidon, il donne une vie à son réseau. Il y en a un qui est serveur à Gibraltar, il est employé dans un établissement clandestin, il s'appelle Carius, ça évite qu'on aille le chercher. Un autre, Carlos, qui est étudiant vénézuélien travaillant à Glasgow, tu as une femme, etc. Les Allemands y croient. Il fait vivre les agents, il en fait décéder un. Tellement ils y croient qu'ils envoient un avis de condoléances, les Allemands. Et petit à petit, ils te montent un réseau imaginaire de 23 agents plus lui. En fait, il est tout seul, quoi. C'est l'homme orchestre, quoi. Ils sont pleins dans sa tête, quoi. Chacun avec une histoire, une personnalité, une existence. Et puis au bout d'un moment, il en a marre de faire des rapports à l'encre sympathique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, putain, attends, moi j'ai envie de transmettre avec la radio. Alors la radio, ça va être toute une histoire de l'après-guerre. La guerre entre radios, les radios retournées, les radios russes retournées, les radios américains retournés. Elle permettait de communiquer en territoire ennemi. Il n'y avait pas l'Inmarsat, il n'y avait pas Internet. Elle permettait de communiquer dans certains territoires pour transmettre des rapports. Donc tu avais un matos qu'on donnait aux agents qui étaient illégaux, qui étaient dans un autre territoire. Il y avait un mât, il y avait une antenne, il y avait des trucs. Ils les dissimulaient partout chez eux et de temps en temps, ils devaient donc émettre. Ça l'après-guerre, on en parlera de cette époque. Et la radio, elle a commencé un petit peu elle a démarré comme outil durant la guerre. Pour ce genre de choses. Lui, il se dit, j'en ai ras le cul, je vais faire de la radio. Ce sera plus simple que d'écrire les rapports, j'en ai marre, comme un rat mort d'écrire mes rapports, ça me prend plusieurs heures. Qu'est-ce qu'il fait? Il va inventer un 24e agent, qui s'appelle Almura, qui est un berger basque. Alors je sais pas s'il est basque, un berger, de toute façon on s'en fout, il n'existe pas. Un berger solitaire. Et comme de par hasard, qui aime faire de la radio, qui maîtrise la radio. Non mais c'est le mec balèze, putain de quenelle là. Les Allemands ils sont contents, donc je sais pas comment ils se sont démerdés pour fournir le matériel. Alors la radio de l'époque c'est du morse. Alors, voilà. Donc il poursuit. Il poursuit son cinéma. 41, il proposait ses services, il se faisait tège. 42, il est en Angleterre. Entre-temps, il est devenu agent allemand. Et de 42 à 44, le gars, il balance ses rapports. C'est le monde du renseignement. Il balance les rapports quotidiens, ce qu'il a, des infos, des déplacements de troupes, je sais pas, l'état d'esprit,
Tiens, un tel connaît un tel qui connaît un père missionnaire qui leur a dit ça, etc. Toute cette somme d'informations, quand elle arrive, après, par recoupement, on peut trouver des choses. Il n'y a pas que lui. Par exemple, et ce qu'ont fait les Russes aux USA, ce qu'ont fait les diplomates russes, ce que font beaucoup de gens, ce qu'ont fait beaucoup de gens avant les satellites et autres, c'est que les gens, par exemple, ils prenaient la femme, les enfants, ils étaient diplomates, ils allaient se balader dans la campagne, et puis bizarrement, ils allaient se balader toujours près de certaines bases, près de certains endroits, où ils découvraient certains endroits. C'est comme ça que les Russes ont pu cartographier toute la défense antiaérienne américaine. Farwell le révélera. Donc lui, il fait ses rapports. En 1944, on prépare le débarquement. Le problème du débarquement, c'est qu'en face, il y a le mur de l'Atlantique. Tu as 50 divisions allemandes sur la côte ou juste à côté. Et tu as des renforts prêts. Les 50 divisions allemandes, à base de Panzer, à base de enfin à base d'armées très fortes, étaient là pour contenir un éventuel débarquement. Les Allemands s'y attendaient. Et il y avait des divisions qui allaient arriver très vite. Il fallait arriver à balancer des milliers, fallait mettre des milliers d'hommes sur des bateaux, les faire passer, leur faire passer la mer, les ramener sur des plages, leur faire prendre racine sur la plage et petit à petit, voilà, c'était ça pour arriver à l'Allemagne. Les bombardements aériens alliés ne suffisaient pas pour détruire l'Allemagne. On ne gagne pas une guerre avec des bombardements. Ça aida, mais bon. Donc pour le débarquement, appelé Opération Overlord, il y a eu tout un tas de choses qui a été faites et on a créé, je vais vous dire ça, on a créé la confusion. C'est anglo-saxon, hein. Ils ont l'habitude de mentir, d'arnaquer, quelquefois, comme là, ils ont eu raison, hein, mais je regarde mes notes parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Cette confusion s'appelle l'opération Bodyguard. L'opération Bodyguard, pour reprendre une citation de Churchill, c'était pour conserver la vérité, il faut lui mettre un garde du corps. La vérité, c'est l'opération Fortitude. Non, l'opération Overlord, ouais, c'est compliqué. Tu as l'opération Overlord, c'est le débarquement prévu. L'opération Bodyguard, c'est la grosse opération. Et à l'intérieur, tu trouveras l'opération Fortitude A et B. C'est une grosse opération d'intoxication pour que les Allemands n'arrivent pas à savoir où les Anglais et les Américains et les Alliés débarqueront. Et qu'on puisse les feinter suffisamment pour s'accrocher sur le bout de terre pour pouvoir ensuite, voilà, pas que leur renfort arrive et te vire à la mer. C'est l'armée allemande, c'est pas la Libye. Les Anglais les Alliés ont la supériorité aérienne, et ça, c'est tout. Il reste encore des U-boats en Atlantique, même si de ce côté-là, la Navy a fait pas mal le ménage, hein, elle a repris le dessus. Donc on va faire tout un tas de choses. On va monter une fausse armée, le FUSAG, une fausse armée américaine, qui serait en face de Calais. On va monter des mannequins qui tiennent des tours de garde, des faux avions, des bâtiments. On crée une fausse armée avec des mannequins gonflables, des trucs et tout. Mais on veut pas que les agents allemands puissent voir et s'apercevoir que c'est bidon. Donc, Arabelle Garbo, lui, qu'est-ce qu'il communique aux Allemands? C'est qu'il n'y a aucune concentration de troupes. Puis, il leur communique en février, il leur dit qu'il n'y a aucune concentration de troupes. Les troupes sont également réparties. Parce que les Allemands commençaient à s'inquiéter, à demander à leurs agents à partir de février 1944, est-ce que vous voyez des concentrations de troupes, est-ce que vous voyez quelque chose, pour savoir plus ou moins d'où ça allait partir, et pouvoir anticiper et préparer quelques divisions. Et plus le débarquement se rapprochait, plus Garbo envoyait des rapports en leur disant, il y a la FUSAG, il y a le général Patton, à l'époque il était en Californie en train de s'entraîner avec son armée. Voilà. Il y a le FUSAG, c'est une armée US bidon, donc qui est en face de Calais. C'est ça l'opération Fortitude Nord et Sud. Hein. C'est une fausse armée créée. Il évite par contre de parler de la concentration de troupes réelles qu'il y a à Bath, en face de la Normandie. Non, ça il n'en parle pas. C'est énorme ce qu'il a fait. Lui et son réseau. Et puis petit à petit, il commence à dire aux Allemands, vous savez, il va y avoir un débarquement peut-être en Normandie, enfin il ne le dit pas de suite. Hein, donc on va rester sur le FUSAG. Le FUSAG, donc l'armée de Patton s'entraîne en Californie au même moment et on fait croire que c'est Patton qui va diriger le FUSAG, ce qui fait rire parce que Patton n'avait pas la capacité pour diriger un corps d'armée, hein, il avait une armée, mais bref. Rien que ça déjà, ça posait des questions. Voilà, c'est le service des accessoires de Shepperton qui ont créé une flotte aérienne. Ils ont créé une véritable armée installée, quoi.
avec, voilà, avec un kit des sentinelles baudruches. Pas un, l'exploit c'est que pas un espion réel allemand sur le sol anglais ne révélera la supercherie. Donc je pense que ces zones-là étaient, enfin ils avaient éloigné les gens, je pense qu'ils ont dû installer des zones tampons de plusieurs kilomètres, mais quand même c'est un exploit. D'autant qu'en plus, en lisant les rapports de Garbeau et de son réseau d'agents, surtout que Garbeau avait l'oreille d'Hitler là, hein, de plus en plus en tout cas, bah, les Allemands ils n'ont pas cru bon aller chercher là où il fallait pas. Ils se sont dit tiens, il y a une concentration là-bas, il nous dit qu'il y a une concentration là-bas, on va pas y aller. Parce que si on y va, on se fait attraper nos agents, ils vont savoir qu'on le sait, donc on va éviter d'eux. Par contre, ils sont pas allés du côté de Bath. Puis il y a eu un deuxième truc, c'est que le MI5 a arrêté aussi beaucoup d'agents allemands en Angleterre, plus d'une centaine, et il leur a proposé un deal simple, pendaison ou tu bosses pour nous. Donc beaucoup ont accepté de travailler, ils ont été retournés et eux-mêmes ont envoyé des rapports pour dire qu'il y avait le FUSAG là, c'était une armée américaine et c'est tout. Mais celui qui a apporté vraiment celui qui a apporté un gros plus, c'est Garbeau. Lui, il était vraiment écouté des Allemands, lui il était fiable, lui et son réseau, voilà, t'avais des réseaux plus ou moins fiables. À l'approche du débarquement de Normandie, le type, c'est un génie le type, putain. Le type, qu'est-ce qu'il se dit? Tiens, et si je leur donnais la bonne date? Il dit aux Anglais, écoutez, si je leur donne la bonne date du débarquement en Normandie, ils vont encore plus m'écouter, et je pourrais encore plus les entuber. Ça remonte jusqu'à Eisenhower. Eisenhower, il dit, ok, mais c'est le 6 juin à minuit pile, à 00 heure. Le débarquement aura lieu à 6 heures du matin. Pas avant. Ouais, ben, il se dit, on sait jamais quand même. Hein. Ce type-là, on sait jamais. Donc lui, il participe pas vraiment à Overlord, mais il participe à Bodyguard, à Fortitude, il participe à cette opération d'intox et il a un rôle clé dedans. Minuit, le 6 juillet 1944, il communique par radio à la centrale d'écoute allemande l'heure du débarquement en leur disant c'est une info cosmique flash, enfin je sais pas quel terme il a utilisé, il débarque à 6 heures du matin, préparez-vous, etc., etc. Le problème c'est que la station d'écoute était fermée, que le message sera lu après le débarquement, et les Allemands s'excuseront même, en lui disant on est vraiment désolé. Quand ils s'aperçoivent que le gars leur avait donné une vraie info, ils se disent c'est un barbeau. C'est Garbeau le barbeau, non, ils l'appellent Arabelle. Et les Alliés, ils comptent sur lui. T'imagines le type? C'est un petit Catalan, c'est monsieur tout le monde, c'est un Joroto, la pression qu'il doit avoir. Et le gars, il a joué le jeu. Il a feinté les Allemands, il a joué le jeu. La pression qu'il doit avoir. Parce que ces rapports, ils vont direct chez Hitler. Hein. Comme les Anglais vont le voir, hein, les rapports, ils arrivent à Madrid. De Madrid, ils vont à Berlin ils vont au Nid d'Aigle, là-bas, chez Hitler, dans la montagne. Les Alliés comptent sur lui en lui disant il faut absolument continuer à intoxiquer les Allemands. Parce que voilà, le problème, voilà, c'est qu'ils ont débarqué. Il y a des durs combats. Ils ont débarqué sur 5 ou 6 plages, je crois. Hein, c'est 5 plages de débarquement. Il faut ramener des millions d'hommes là. Hein, flux continu d'Angleterre. Alors ils ont la suprématie aérienne, mais le problème c'est qu'ils arrivent, il y a des falaises, en haut il y a des redoutes, il y a des trucs de fous, alors tire dessus à la mitrailleuse, et puis tu as des unités de réserve derrière. C'est là où il sauve le débarquement. Le type réussit à intoxiquer à lui tout seul les Allemands pour leur faire croire que le débarquement de Normandie est une feinte pour attirer toutes les troupes allemandes vers la Normandie et pour qu'ensuite les Alliés puissent débarquer avec le FUSAG par le Pas-de-Calais. Et c'est très simple. S'il n'avait pas fait ça, le débarquement aurait foiré. Tout le monde s'accorde à le dire. Il a évité que des renforts précieux arrivent et fassent basculer. Il a détourné à lui tout seul plus de 7 divisions de la ligne de front normande. Il a réussi à lui tout seul à bloquer l'armée de Rommel, la 15e armée, et à la laisser au Pas-de-Calais, alors qu'elle était à portée de tir de la Normandie et qu'elle arrivait, parce que Rommel, c'est le seul qui n'est pas tombé dans le piège en disant c'est n'importe quoi, le débarquement de Normandie, c'est le véritable débarquement. Je suis un militaire, je suis un maréchal, je suis surpuissant, et de la manière dont ils s'y prennent là, c'est le gros de leur force. Il a d'ailleurs décidé, il est parti du Pas-de-Calais avec sa 15e armée, il est descendu
Garbeau, ses rapports arrivent à Hitler, Hitler téléphone, vous dites à Rommel qu'il remonte au Pas-de-Calais, qu'il bouge pas. Rommel remonte. Pendant ce temps, les USA, la Grande-Bretagne, les Alliés débarquent des hommes, petit à petit, voilà, petit à petit, comment ça, et il y a des renforts allemands tout proches, mais Hitler les retient. Si tu veux, voilà, il les retient, n'y allez pas. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu Garbeau, les renforts auraient repoussé à la mer les Anglais, les Américains, comme ils l'ont fait à Dunkerque, les Allemands, ils pouvaient le faire, ils étaient beaucoup plus forts, ils avaient les meilleures positions. C'est juste qu'ils n'ont pas envoyé assez d'hommes, ils ont laissé les hommes qui devaient contenir, ils les ont laissés tout faire. En face, c'est des millions d'hommes qui arrivent. Et là, c'est des milliers. Parce que sinon, entre l'armée de Rommel, les divisions qu'il y avait à l'intérieur du pays, et les renforts qui étaient prêts à intervenir à n'importe quel point, ils repoussaient le débarquement de Normandie, et la guerre s'enlisait. Il aurait fallu facile 1 an ou 2 pour refaire un débarquement. Le débarquement de Provence ne suffisait pas, hein, ils auraient été pareils. Et finalement, la guerre n'aurait pas basculé, en tout cas pas dans l'immédiat, elle aurait duré. Ça aurait fait beaucoup plus de morts, beaucoup plus de pertes, beaucoup plus d'incertitudes. Ça aurait peut-être pris un peu plus de temps. Et puis en plus, les Anglais, et surtout les Américains, n'auraient pas pu tenir l'Europe jusqu'à maintenant, puisque c'est depuis 1945, depuis leur arrivée, qu'ils ont tenu un bout d'Europe, et les Russes ont pris l'autre bout d'Europe, ils se sont partagés l'Europe. Là, les Russes, qu'est-ce que je te dise, les Russes auraient battu tout seuls les Allemands, et ils seraient arrivés en France. Vous voyez, il a changé le cours de l'histoire, le mec. Donc, débarquement, bagarre, les renforts n'arrivent pas, etc., etc. Progression des troupes en France, les premiers combats durs avec les Allemands, parce qu'après les Allemands ont fait des replis stratégiques, hein. Ils ne se sont pas trop battus, ils ont remonté leurs divisions d'un peu partout et tout, ils se sont repliés en direction de l'Allemagne. Les premiers combats durs ensuite, ça a été les Vosges, et puis après il y aura la bataille des Ardennes, c'était la bataille où ils ont tenté le tout pour le tout, contre Patton notamment, etc., etc. Durant la progression en France, donc des troupes alliés, le réseau Arabelle, pour les Allemands, continue à les intoxiquer. Ça marche. Le 29 juillet 1944, Hitler demande à ce qu'on lui donne la croix de fer. C'est une très très haute distinction militaire allemande, hein. Elle n'est pas donnée à n'importe qui, puis encore moins à un étranger. Hein, parce qu'il est espagnol. Hein. Ce qui est marrant, c'est que le 25 novembre 1944, les Anglais le décorent donc de l'ordre de l'Empire britannique, hein, pour service rendu aux Alliés. Très très haute distinction, je crois que c'est la plus haute possible. Vous voyez le Cyprien là, le Cyprien de Barcelone là, mine de rien, non, il a enfumé tout le monde, j'adore ce genre de type. Avec des types comme ça, tu fais des films, c'est pas des types qui se font des tatouages et qui sont dans la norme. Hein. C'est pas fini. Les services secrets plus tard s'apercevront que dès 1943 il s'est embrouillé avec sa femme et sa femme voulait le vendre aux Allemands. Au départ elle l'a aidé, puis au bout d'un moment, il faut la comprendre. Hein. La pression, ça doit pas être évident. Puis le gars, il doit se consacrer totalement à son boulot. Donc voilà, les Anglais se sont aperçus que ce type est tellement un agent dans l'âme, sans le savoir, un aventurier, qu'après-guerre, il finit en beauté, il finit comme un agent. Il se fait mourir en Angola en 1949. Voilà, officiellement, il est mort en 1949 en Angola. Alors moi, je pense qu'il a voulu... je pense que c'est le genre de type qui vit tellement dans les hauteurs qu'il ne peut pas revenir à une vie normale. Donc il a voulu poursuivre son aventure. Il est tellement, tu vois, c'est une sorte de toxicomanie. C'est un peu comme les mecs qui font des sports extrêmes. Ils ont goûté à un truc, ils veulent le regoûter. Là, ils veulent plus revenir dans le... Sinon, c'est dépression postpartum. Et puis la deuxième raison, c'est que les réseaux nazis, l'extrême droite allemand, ont été plus ou moins actifs jusqu'à encore dans les années 60. Et certains réseaux certains nazis purs et durs voulaient encore restaurer le Reich, le 4e Reich, réinstaller quelqu'un. À l'époque, moi maintenant, alors moi je vais pas faire le complotiste, mais je vais être honnête avec vous, j'y crois, parce que, et connaissant, en étudiant la mentalité d'Hitler, c'est pas un type qui se suicide, c'est pas un type qui se remet en cause. À l'époque, ça se disait déjà que Hitler avait organisé son suicide,
c'est pratique, hein, tu peux même pas faire test d'ADN, hein, puisqu'il a demandé à Emile Maurice de le brûler lui et sa copine Eva Braun, alors qu'en fait ils ont pris un sous-marin et ils se sont barrés comme Bormann, comme beaucoup, en Argentine ou au Paraguay. Rigolez pas, hein, un président paraguayen était un ancien nazi, hein, Stroessner. Le Paraguay, il y a des vallées entières en Argentine où tu as l'impression que c'est l'Allemagne des années 30. Donc beaucoup de nazis se sont barrés là-bas, il y avait une communauté allemande qui l'attendait, donc beaucoup de gens comme moi pensent que Hitler est mort dans les années 60. Là-bas il y a des photos, ne rigolez pas, c'est de vraies affaires de l'époque. Hein. À l'époque ça paraissait dans la presse sérieuse, hein, où on remettait au goût du jour cette hypothèse, peut-être avec le sourire, mais elle tient bien la route. Avec des photos, tu le vois, le gars sans la moustache, c'est Hitler avec 10 ans de plus ou 20 ans de plus, bref. Donc moi je pense que ce type-là s'est dit aussi... vu les dégâts qu'il a fait, les Allemands, fin de guerre ou pas fin de guerre, voilà, ils seraient venus le châtier. Donc voilà, moi je pense aussi la deuxième raison qui l'a poussé à disparaître en Angola. 49, hein. Donc il est plus là, il est mouru, comme dirait Jovanovic, il est mouru. En 84, tu as un écrivain anglais, Nigel West, donc qui se penche un peu sur son histoire, commence à faire des recherches parce qu'il veut écrire un livre sur lui. Et puis de fil en aiguille, il commence à trouver des trucs bizarres, tu vois, comme quoi quand on analyse des sources et on sait faire, on peut aussi trouver des bizarreries. Hop, il cherche. Il suit son intuition elle l'emmène jusqu'au Venezuela et voilà. Il tombe dans une librairie, la Casa del Regalo, à Lagunillas. Excusez-moi si j'écorche. Hein. Juan Pujol, libraire. Deuxième vie, deuxième femme, deuxième nom, marié au Venezuela. Le gars, il avait refait sa vie. Tranquillement. Voilà, comme un agent, hein. T'as plein d'agents comme ça qui sont morts. Je vous parlerai un jour de Pedro, le légionnaire qui a disparu dans le Port-Tanger pour réapparaître plus tard, et qui a travaillé avec le SDES. Et voilà, comme on peut envisager Ben Laden, soi-disant ils l'ont balancé dans l'eau. Mais même le scénario qu'il n'y a pas, Ben Laden, ça se trouve, il s'est refait une beauté, tu sais, avec la chirurgie esthétique, avec tout un tas de choses. Hein. Tu disparais, tu réapparais ailleurs, bref. Il va l'inviter à revenir en Angleterre. Et toute l'Angleterre l'appelle. Le type, ça va être la star des commémorations du 40e anniversaire du débarquement. En 84, il le ramène en Angleterre, à Buckingham Palace, il l'accueille partout, c'est la star. C'est lui qui leur a fait gagner le truc. Il l'emmène en Normandie, il est accueilli partout. Et t'as toute l'Espagne qui découvre un type qui connaissait pas ce type. Mais il savait pas. Oh putain, il est comme nous et il a fait tout ça et tout. Il voit le mec, c'est une méga... Sa famille, il retrouve sa première famille. Le mec, il découvre un petit. Attends, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre, les amis. Non, mais si, il faut que je vous le mette. Alors attendez. Non, mais tu le vois, tu le crois, c'est un petit retraité. Alors que le mec, il est exceptionnel. Alors, attendez. J'avais fait... Où est-ce que c'est? Je vous demande un instant. J'avais fait... Ah, ben voilà. Peut-être que ça va le faire, ça. Attends. Non, c'est pas ça. Et je vais vous le retrouver... Voilà. Donc on va... Merci Google. Ah, je meuble pas, ça va. Attends, à la fin. Allez, on y va. Alors là, il est avec qui? Il est avec Nigel West, ouais, c'est ça. Notre ami Juan Pujol. Excusez-moi, je vais enlever les photos. Voilà. Et on va le mettre là, voilà. Non, je veux que vous le voyez. Les gens extraordinaires peuvent paraître ordinaires. Hein. C'est le papy là. Au milieu, à côté de la dame là. Nigel West, c'est le mec. Nigel West, il est pantalon blanc, blouson clair. À moins que ce soit lui, mais en tout cas, voilà, il est là. Vous voyez, tout petit, tout gentil, tout retraité, tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais si, il y a plein de leçons à tirer de ça, c'est... Plein de leçons. Il est mort à 76 ans, en 88, le 10 octobre 88.
Ouais, c'est ça. 76 ans au Venezuela, donc il est resté là-bas. Il n'a jamais été démasqué et il est considéré comme le plus grand agent double de la Seconde Guerre mondiale alliée et l'un des plus grands même tout court. Parce qu'on verra que les Allemands ont le leur aussi. Hein. Ils ont un type comme Richard Sorg et les Allemands aussi ont eu des grands agents et les Russes plus tard et tout. Les Allemands, après-guerre, confirmeront qu'il a toujours eu la confiance d'Hitler. Et pour feinter des gens comme Hitler, Canaris, tout ça, voilà. Un homme extraordinaire à l'allure ordinaire qui a fait des grandes choses et qui à lui tout seul a fait basculer, avec sa bite et son couteau, la guerre du bon côté et a permis que l'histoire ne se fasse pas différemment. C'est énorme quand même hein, pour Pépé là. Et est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce que c'était beaucoup plus simple à l'époque? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense même que c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Maintenant, on peut plus à la limite feinter. Il y a des gens qui ont essayé de feinter des services de renseignement. Alors, on pourrait pas les feinter de cette manière-là, mais on peut encore les feinter. Ça se fait. Tu sais, tu as des gens qui vivent de la vente d'informations. C'est pas des paparazzis, hein, c'est dans un autre domaine, mais tu as des gens qui vivent de ça. Tu as des gens qui vivent de leurs analyses et on s'aperçoit de l'importance aussi des évaluateurs, des chaperons, des officiers traitants, parce que tout tient sur eux. Et là, il a passé plusieurs filtres. Alors que les Anglais ne le détectent pas au départ, personne ne pouvait détecter que le type était extraordinaire, mais que les Allemands ne détectent pas à un moment donné qu'il y a quelque chose défaille, ça a duré 3 ans. Hein. Il n'a pas joué un film, il n'a pas joué une pièce de théâtre, hein. Il a joué sa vie pendant 3 ans. On voit que les périodes de crise aussi sont propices aux intrépides. Mais bon, les intrépides, à la limite, puis d'ailleurs on est toujours en crise là. Voilà. C'est pas les gens qui attendent, c'est pas les gens qui croient que, c'est pas les gens dans la norme, c'est les gens qui tentent, qui y vont, qui calculent pas, et puis de temps en temps, t'en as un qui réussit quelque chose de grand. On verra que la radio, sans jouer un grand rôle, on jouera un rôle aussi, puisqu'il a voulu passer à la radio, et que bientôt beaucoup d'agents passeront. Enfin, ils l'utilisaient déjà dans les maquis et autres, la radio, mais bientôt les agents l'utiliseront, notamment les illégaux. Alors j'ai marqué, il a intoxiqué les pros de l'intox. Ouais, c'est ça l'exploit, il a intoxiqué les pros de l'intox, quoi. C'est impressionnant, quoi. Voilà. Puis il y avait aussi le problème, alors encore une fois, hein, je finirai là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est les lieux communs. C'est les mecs, les gens qui répètent quelque chose sans réfléchir. Hitler était un génie. Pourquoi? Non, parce qu'à partir de 42, Hitler n'était plus un génie. Toutes ses intuitions étaient stupides et bidons. Et l'état-major s'arrachait les cheveux. Le type, au départ, a eu des... Moi, je pense qu'Hitler, c'est un personnage de l'histoire qui a été poussé par le vent de l'histoire, ou par Dieu, ou par le diable. Enfin, il participait à un scénario, donc il a eu toutes les voiles. Et il a eu un temps pour faire ce qu'il avait à faire. Un peu comme l'antéchrist. Puis à un moment donné, plus rien ne lui réussissait. Donc il est où le mérite? Jusqu'à 42, tout ce qui touchait le transformait, c'était de l'or en barre. Et après, il le transformait en caca. Alors que c'est le même Hitler. Ah, posez-vous la question. Donc le coup de Hitler est un génie, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'un génie et pourquoi en quoi? Là, il s'est fait feinter quand même par Pépé. Et pas que ça, Stalingrad. Les divisions imaginaires. Tout un tas de choses. Les armes secrètes qu'il devait gagner. Pendant 2 ans, c'était l'ombre de lui-même, Hitler, puisqu'il a commencé à croire à ses propres rêves. Là où il faut pas. Les baratineurs, faut pas qu'ils croient à leurs propres conneries, parce qu'ils finissent par se baratiner. Juan Puyol fait partie des mauvaises intuitions d'Hitler, qui, je vous le rappelle encore, parce qu'on semble oublier, a quand même provoqué une guerre mondiale. Oui, mais même si les Anglais l'ont manipulé, comme ils ont manipulé Saddam, comme ils ont manipulé plein de gens, c'est lui qui l'a provoqué. Une guerre basée sur des massacres de population, en raison de leur religion, de leur ethnie, de leur orientation sexuelle et autres. Là, on est allé loin. Là, c'est pas on massacre tous les cons d'en face. Là, c'est on massacre lui, parce que eux, parce que ci, parce que ça, suivi par une population qui l'a payé chèrement par la suite, mais qui l'a soutenu en grande majorité. Ah, je m'excuse. C'est un type qui a provoqué quand même beaucoup de massacres partout. Et ceux qui pensent qu'Hitler était sympathique, rappelle-toi qu'il a fait des millions de morts en France.
1 ou 2 millions, il me semble. Qu'il y a eu des morts, parce qu'il n'y avait pas eu que 500 000 morts, il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu des fusillés. Moi, je viens d'une région où il y a eu beaucoup de fusillés, de gens fusillés par la Gestapo, par les nazis ou par la milice, le Vercors. Donc ceux qui trouvent Hitler sympathique et qui font les patriotes ensuite, moi j'ai toujours trouvé ça paradoxal. Bon, on est nombreux à le penser aussi. Voilà, donc Juan Puyol, Garbo, Arabelle, encore un grand personnage qui a eu... C'est aussi ça, tu vois, putain, le mec c'est un putain d'agent. Le mec il s'est reconverti libraire au Venezuela, il s'est mis avec une autre madame là-bas, et il a refait sa vie, il a pas raconté sa vie, personne, en Espagne personne savait que le mec c'était une puissance, le mec était trop puissant. C'est à ça que tu vois que c'est un vrai agent, c'est pas le mec qui va raconter sa vie, il le fait pour lui, il le fait pas pour faire le beau. Il s'habille pas en, tu vois ce que je veux dire. Et rien que ça déjà, la discrétion. Ne pas avoir à rechercher une reconnaissance bidon, puisque la reconnaissance que tu recherches c'est entre toi et toi. Et lui, je pense qu'il a été en accord avec ce qu'il voulait être. C'était un idéaliste qui a voulu combattre toute forme de dictature et œuvrer au bien de l'humanité. Il a choisi à l'époque ce qui était le camp du bien, je regrette, excuse-moi. Si tu hésites entre les alliés et les nazis, c'est que tu as un souci. Et quelle que soit ton orientation politique. Le camp du bien, il était plutôt d'un côté, même si le bien qu'ils apportaient, ils allaient le monnayer. Et il a participé à écourter la fin de la guerre, à éviter qu'on soit coco, nous, éventuellement. Et puis, le bien de l'humanité, oui, parce que plus la guerre dure, plus il y a des morts. Et puis, voilà, à l'époque, les gars mouraient, ils mouraient en masse. Donc, merci Juan Puyol, et puis bravo à lui. Voilà, un personnage de roman, un personnage de film, un personnage à suivre, peut-être pas à imiter, mais à respecter et qui peut inspirer. Et puis, j'espère que vous avez apprécié ce énième portrait. Je vous l'avais promis, j'ai mis quelques vidéos entre, voilà, et puis on va essayer de poursuivre avec ce genre de portrait d'agent, on reste toujours dans le renseignement, mais là il est balèze lui. Allez, ciao, la bise à toutes et à tous, et puis n'oubliez pas de pousser.